séance est enregistrée, les retardataires pourront y accéder directement sur notre chaîne YouTube. D'accord. Bon, alors, merci beaucoup à Arnaud Villon d'avoir accepté notre invitation au séminaire. Donc, si je comprends bien, parce que j'ai lu un de vos articles récemment où vous travaillez chez IBM France, mais vous êtes aussi rattaché à une équipe de droit international à l'Université de Lyon. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas dans vos affiliations, mais voilà, il y a ces deux choses. Bon, Et puis, donc le titre de votre exposé est un titre qui évidemment nous fait rêver. L'informatique, vaisseau exploratoire du juridique, c'est déjà de bien, oui, c'est de l'espace là. voilà, j'ai hésité à prendre le bateau ou le vaisseau qui décolle. Peut-être je vais me présenter rapidement. Alors, j'essaye de faire un partage d'écran. Il a l'air d'être possible. Voilà. Je veux d'abord vous remercier de votre invitation. Je n'avais pas prévu. Vous voyez mon écran? Oui. J'avais pas prévu de montrer beaucoup de photos, mais pour me présenter, disons, je veux bien le faire. Voilà, donc je travaille en effet au sein d'IBM, rattaché à une équipe de développement logiciel qui intervient dans le champ de l'intelligence artificielle. Donc j'en dirai quelques mots. Et en fait, je suis juriste et effectivement, je fais de la recherche dans une université de Lyon 3. Mais je fais de la recherche aussi chez IBM et les sujets, disons, ont tendance à passer d'un établissement à l'autre. Voilà. Alors ça, je vous montre plein de mots pour vous dire simplement que l'offre d'IBM en matière, disons, de l'offre ou les développements technologiques en France d'IBM concerne en particulier l'intelligence artificielle, vue sous l'angle de ce qu'on appelait les systèmes experts, c'est-à-dire autrement dit la vieille IA, voilà, c'est beau, les années 80. C'est l'historique, donc il y a ce qu'on appelle dans le métier une legacy, un héritage logiciel, c'est des millions de lignes de code en fait qui existent, qui constituent une base installée à travers le monde, voilà. Et ça, c'est l'activité de développement d'IBM en France, qui est projetée en fait chez les clients du monde entier. Il y a dans l'effort d'innovation à partir de ces produits-là, il y a la volonté de se mettre en connexion avec ce qu'on appelle aujourd'hui la data science et l'intelligence artificielle telle que on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire les calculs probabilistes, etc. Voilà, ça c'est pour vous mettre un tout petit peu de contexte. Et donc, pour ma part, voilà, donc ça, ce sont les mots de mon entité de rattachement chez IBM, voilà, IBM France Lab. Et puis, mes mots à moi, voilà, c'est que je suis juriste de propriété intellectuelle. Je conduis une thèse voilà, sur le droit d'auteur, la protection en droit d'auteur des productions de la machine ou de l'intelligence artificielle, si on veut, voilà, depuis quelques années. Et j'ai d'autres sujets, en particulier le sujet de l'informatisation du droit. Allez, voilà, donc j'arrête pour l'instant avec le partage d'écran, mais vous reverrez normalement une photo tout à l'heure. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui, à la base, est théorique, puisqu'il s'agit de voir comment on peut imbriquer le droit, l'informatique, les mathématiques. Est-ce que si nous avons 3 poupées russes, et voilà, quand j'ai une étiquette que je veux estampiller, je vais estampiller chaque poupée, et comment vont-elles s'organiser entre elles? On peut penser qu'il y a un aspect mathématique dans l'informatique, ça c'est assez évident. Dans le droit, on se demande voilà, s'il y a une rationalité mathématique sous-jacente du droit, s'il peut y en avoir une, si c'est souhaitable, etc. Donc on peut avoir, avec le projet d'informatisation du droit, on peut avoir un bouclage, c'est-à-dire que en informatisant le droit, j'en révèle la dimension mathématique, ou alors je le transforme pour le rendre plus mathématique, et on comprend bien que cette mathématique me permet encore d'automatiser des raisonnements juridiques, donc j'ai cette boucle. Mais pour ne pas rester complètement dans la théorie et dans des discussions académiques, je m'occupe d'éthique de l'intelligence artificielle chez IBM, et il est clair que c'est des incidences très pratiques qui sont voilà, c'est des questions
très concrète en fait, qui se pose. C'est dans le dialogue avec l'informaticien. Il faut arriver à trouver un terme. L'informaticien commence par dire écoutez, moi, l'éthique, ce n'est pas vraiment mon problème, je fais mon code, et si le code est bon, et si je réponds aux prescriptions, au cahier des charges, au modèle, on peut dire, j'estime que j'ai fait le boulot. Voilà, donc ça, c'est une position un peu extrémiste. Et puis une autre position de l'autre côté de l'éventail, c'est de dire mais tout code, tout développement informatique, c'est du droit, c'est de la normativité technique. Pour utiliser un ordinateur, j'ai besoin d'entrer dans sa logique. Voilà. Donc, j'essaye de suggérer ici qu'il y a cette question de la position des mathématiques vis-à-vis de l'informatique et vis-à-vis du droit. C'est une question théorique, oui, mais elle a des incidences pratiques pour le professionnel qui essaye de travailler et de faire avancer les choses. Alors, informatiser le droit. Alors, je vous propose de commencer ce voyage, cette exploration. C'est dans la caverne. Dans une caverne, on sait que c'est des choses assez idéalistes qu'on fait. Voilà. Et assez clairement, dans la caverne, on peut donc, le juriste et l'informaticien peuvent collaborer voilà, avec l'idée d'objectiver le droit. De trouver donc des critères objectifs du droit, moins subjectifs, mieux calculables en fait, d'entrer dans ce qu'on appelle l'univers de Turing, voilà, pouvoir projeter les concepts juridiques dans des machines. Et pour faire ça, eh bien, on peut aussi essayer de trouver des systèmes juridiques, donc des normes ou des modèles calculables du droit. Voilà, donc il y a des travaux sur comment le droit de propriété peut être mis en modèle et programmé, comment les droits de l'homme peuvent être arbitrés automatiquement. Voilà, on peut pondérer, on peut modéliser des raisonnements téléologiques, voilà, qui poursuivent des normes de haut niveau. Enfin, tous ces travaux ont eu lieu, ils donnent certains résultats. Et donc, c'est évidemment une tentative d'améliorer le droit en le rendant mieux calculable, plus objectif, en standardisant son langage. Il faut trouver des normes qui soient peut-être moins variables, à l'interprétation moins large. Voilà. On veut pouvoir automatiser aussi la fonction juridique. Et en fait, l'idée derrière, je pense, c'est de la rendre plus rationnelle. Plus scientifique. En fait, voilà. Donc tout ça, on sent bien qu'il y a n'oublions pas que nous sommes dans une caverne, nous sommes dans un regard, dans une position très idéaliste ici, mais l'idée, voilà, c'est que l'informatique, c'est plus ou moins des mathématiques et c'est plus ou moins de la rationalité scientifique. Voilà. Et donc, la transformation du droit dans l'informatique permettrait d'avoir une meilleure rationalité. Par exemple, de la sécurité, de la prévisibilité des solutions judiciaires, peut-être de la reproductibilité aussi. Voilà, dans les mêmes conditions juridiques, on aurait les mêmes effets voilà, juridiques. Donc ça c'est le projet de rigidification de tout le système juridique dans l'informatique. Évidemment, c'est un projet qui a un angle mort, qui comporte un angle mort considérable, je l'ai développé tout à l'heure. Voilà. En tout cas, la modalité sous laquelle on peut avoir ce projet-là, c'est la pensée prescriptive. Que je vais appeler comme ça aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire, il y a 3 éléments centraux dans cette pensée-là, dans cette caverne juridique où se rencontrent, disons, l'informaticien et le juriste. Il y a le déductivisme, c'est le fait qu'on peut avoir une pensée descendante, partir de valeurs de haut niveau et, disons, en inférer des principes de plus bas niveau. Alors ça, ce sont des pensées, c'est une idée qui remonte à loin dans l'histoire du droit, voilà. Mais c'est également exactement ce que font les informaticiens. Ils ont des modèles, des modèles de programmation, des modèles algorithmiques. Et que font-ils avec ces modèles? Ils les programment. Ils les instancient, ils dérivent à partir de principes de haut niveau, de modèles d'organisation, de modèles théoriques, de valeurs, disons, des programmes et donc des prescriptions, puisque nous savons, je ne reviens pas dessus, que le code, c'est la loi, c'est-à-dire le code informatique est normatif, voilà, est prescriptif. Et je pense que là, il y a vraiment une manière de travailler qui est similaire du juriste et de l'informaticien, c'est de penser que dans une démarche descendante, je vais pouvoir, vous savez, c'était Grotius, voilà, ce juriste qui pensait que
on pouvait un peu travailler comme un mathématicien, de partir d'axiomes, voilà, et dériver le droit positif à partir de ces axiomes-là. Donc, c'est cette idée-là. Donc, le mouvement descendant, déductiviste, modélisation, prescription. Et alors, que s'agit-il de faire ensuite quand nous avons ces programmes juridiques, ces programmes politiques, ces programmes informatiques? C'est de les faire fonctionner comme des systèmes, de pouvoir les calculer comme des objets réels, et ils auront des caractéristiques objectives, pondérées, donc la mathématique ici est très importante. En fait, quand je dis système, c'est bien qu'on va pouvoir maîtriser les variables du système juridique, du système informatique, voilà, et qu'on va chercher de la cohérence propre à la machine, la cohérence machinique, cette capacité, voilà, d'un engrenage de calculer. On sait, l'informaticien se rappelle que sa discipline naît avec les machines de Jacquard, de Vaucanson, de Babbage, donc des machines industrielles, bien sûr aussi avec la pascaline, qui est une dimension mathématique, mais cette idée de machine, pour l'informaticien, elle est évidente. Hein, et ça finit, ou ça commence, disons, vraiment avec la machine de Turing, voilà, après, au XXe siècle. Mais l'idée de machinerie juridique est éventuellement très familière aussi aux juristes. La machinerie juridique, telle qu'imaginée peut-être par alors Descartes, c'est pas particulièrement du droit, mais c'était l'idée de l'enquête pure de Descartes. Voilà, c'est-à-dire, je peux mener un raisonnement purement nécessaire, voilà, avec des articulations entre les arguments qui sont objectifs et dans lesquels je vais ne pas faire des choix subjectifs. Et bien sûr, on pense évidemment à Hans Kelsen ou à d'autres juristes. Je relisais aussi un juriste français du XXe siècle, là, Duguy, qui lui pensait à partir de prémices de la science sociale, objectiver, quantifier, pouvait, comme ça, évidemment, avec un ingrédient de volontarisme, mais d'un volontarisme un peu rationaliste, disons, déclencher de la machinerie juridique dans une pensée toujours, je répète, déductive. Voilà, donc je pense que le tableau est brossé de cette caverne, de cette posture idéaliste et que j'appelle aujourd'hui prescriptive, qui est commune aux juristes et à l'informaticien. Alors peut-être un retour du terrain, voilà, quels sont les outils de l'informatique pour le droit, un peu de classification, bon, ça peut aider à voir clairement les choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle donc dans le métier le business process management, qui est ces outils, cette série d'outils qui permet de discrétiser une activité, de partir d'une activité continue, de la découper, de l'analyser en tâches, de la découper en séquences, voilà, et de la distribuer, ensuite de distribuer les tâches à différents acteurs, à des agents, voilà, et le business process management, ça permet comme ça de transformer une activité, comme jouer du piano par exemple, en une succession de tâches objectivées. Hein. Voilà. Et parmi ces tâches, il y a un autre outil de l'informatique qui aide, disons, à informatiser le droit, c'est des tâches de raisonnement. Voilà, c'est l'intelligence artificielle, c'est les moteurs d'inférence, et peut-être on peut dire les moteurs d'inférence juridiques. Alors là, il y a un point de culture technique qui n'est pas inintéressant, je trouve. C'est les tâches de Turing. Non, pardon. Bon, un des fondateurs de l'intelligence artificielle, dont on m'échappe bizarrement maintenant, mais bon, ça va y revenir tout de suite, qui lui définit l'intelligence artificielle comme les tâches qui peuvent être qui relèvent de l'intelligence quand elles sont accomplies par des humains. Et ça veut dire que la tâche, elle est transposable de l'univers, du domaine de la machine au domaine de au domaine de l'humain. Voilà. Donc évidemment, il s'agit de Marvin Minsky. Voilà, pardon, ça me revient. Donc voilà, Marvin Minsky, il définit. Donc ces tâches-là, donc on comprend dans la discrétisation d'une activité intellectuelle ou d'une activité humaine, on est capable déjà de l'analyser, de la découper en séquences. Et dans ces séquences, il y a des tâches de raisonnement, des tâches de décision, des tâches de recommandation qui sont transposables, qui relèveraient d'une décision humaine, mais qui peuvent relever aussi de la machine, qui peuvent être calculées. Voilà. Donc, c'est un deuxième outil. Et puis, évidemment, le troisième outil et dernier de l'informatisation du droit, donc l'outil qui est dans les mains de l'informaticien, c'est toujours dans cette caverne, voilà, cette caverne idéaliste, c'est le langage. Alors, je ne vais pas trop en parler ici, parce que bon, je pense qu'il y a plein de choses que je peux dire ici qui vont recevoir un regard critique, j'espère. Le langage informatique est
clairement pas une implémentation des mathématiques. Le langage, il faut dire, peut-être en forçant un petit peu le trait, c'est une poésie. C'est-à-dire, si je développe un programme informatique, je ne mets pas en œuvre de la mathématique. Je raconte une histoire à la machine. Évidemment, dans les couches basses de la machine, c'est bien, il y a des zéros. Donc là, il y a du calcul. Mais si je monte dans les couches, voilà, et jusqu'à ce qu'on appelle le compilateur, ou l'endroit où moi je code, j'écris mon code, là, je raconte vraiment une histoire. Dans un langage de programmation, il y a plusieurs langages de programmation, ils ne font pas tous la même chose, ils ne permettent pas tous de dire la même chose. Alors, j'attrape de la mathématique comme ça, je manipule des objets mathématiques, mais on est très loin, dans la programmation informatique, de faire de la mathématique appliquée. On fait d'abord du récit. Voilà. Évidemment, là, il y a des choix de langage. Hein. On va définir des concepts qui seront calculables, mais on les définit. Voilà, on pourrait les définir différemment. Il y a des choix, il y a du contingent. C'est important à comprendre parce que ça nous fait réaliser que informatiser le droit, ce n'est pas nécessairement le rendre cohérent. Vous voyez, c'est pas le mathématiser. Informatiser le droit, c'est simplement le découper en tâches, voilà, en séquences, c'est discrétiser du continu, et puis c'est l'automatiser. Automatiser des choses qui relèvent, en vertu de cette transposabilité de Minsky, d'un domaine à l'autre, qui relèverait de l'activité humaine. Alors, je suis toujours dans la caverne, et rassurez-vous, je vais en sortir, parce que l'heure tourne, mais il s'agit maintenant de dire quand même, dans cette posture prescriptive, descendante, déductiviste, il y a vraiment des limites, il y a des angles morts dans cette caverne, des zones d'ombre. Déjà, il y a des postulats qui sont vraiment un peu critiquables, c'est l'idée de parler d'informatique d'un point de vue purement théorique. C'est l'informatique de laboratoire. Voilà. Et l'informatique réelle, il y a des bugs. Il y a des compromis qu'on fait dans le système parce qu'il me manque quelqu'un, le stagiaire était parti en vacances et donc j'étais obligé de coder différemment parce que finalement, il y a ce qu'on appelle les forks, c'est l'endroit, vous savez, du logiciel où j'ai un client important qui me demande une fonction particulière. Alors, hop, je fais une petite branche comme ça, supplémentaire à mon programme qui le rend encore moins mathématiquement nécessaire, idéal, vous voyez, qui me le rend encore plus bizarre, qui lui donne son caractère vraiment d'assemblage. L'art informatique, c'est vraiment un travail voilà, continu, assez de tâtonnement. Et l'héritage informatique dont je parlais tout à l'heure, ce code qui existe, qui tourne, qui est dans les objets, il n'est pas élégant. Il est composé, bon, il est buggé, alors on répare les bugs, on appelle ça le patching, c'est-à-dire qu'on va trouver des moyens de contourner le bug, on ne va pas résoudre la raison mathématique pour laquelle ça ne marche pas, on va trouver un moyen que ça marche quand même. Mais en faisant ça, on ajoute des couches, des dimensions non nécessaires, en fait. Et il y a d'autres encore, si vous voulez, dans l'ingénierie informatique, d'autres choix qu'on fait pour des raisons simplement de propriété intellectuelle. Vous avez un contrat, vous avez le droit d'appeler ce qu'on appelle une librairie et pas une autre, parce que vous êtes un universitaire, vous avez accès à certains objets informatiques et pas à d'autres. Alors, vous faites un choix, mais ce n'est pas un choix qui est dirigé par la rationalité mathématique, c'est un choix simplement de pragmatisme pour avancer. Voilà, donc ça c'est un premier écueil de la pensée prescriptive, c'est de penser qu'avec ce déductivisme, avec cette programmation des modèles et des valeurs, on va avoir quelque chose de parfaitement rationnel et de mathématique. C'est pas vrai. Les modèles sont toujours faux. Voilà. La carte n'est pas le territoire. Voilà, donc si je choisis un modèle, c'est que c'est pas du tout une manière de coller à la réalité. Voilà, mathématicité de la réalité, voilà, c'est pas du tout un réalisme mathématique. Si je choisis un modèle, c'est un choix qui va avoir ses raisons qui sont parfois très triviales. Les modèles sont faux, les modèles ne fonctionnent pas forcément ensemble, que ce soit des modèles juridiques ou informatiques. On sait, par exemple, dans l'informatique, que décider que je vais choisir le modèle de l'informatique frugale, de celle qui consomme peu d'énergie, peut entrer en contradiction avec le modèle de l'informatique utilisable, la bonne expérience utilisateur qui demande des interfaces très riches, très jolies, etc. Donc on voit ici dans l'informatique que deux modèles
peuvent entrer en contradiction. Le choix d'un modèle et de sa déclinaison dans la machine fait que je dois renoncer à une autre valeur de haut niveau. Ça, c'est l'écueil de la pensée déductiviste, top-down, si on veut. Et j'ai le même problème dans le droit. Je vais arbitrer pour la liberté, et ça me fait être moins égalitaire, par exemple. Vous voyez, j'ai mes valeurs de haut niveau, mais mes modèles sont faux. Les modèles peuvent entrer en contradiction. Et difficulté supplémentaire dans cette pensée descendante, les programmes n'accomplissent pas parfaitement l'intention des modèles. Le programme n'est pas le corollaire nécessaire du modèle. Si je fais donc je code un programme informatique, il ne va pas satisfaire mon modèle, il ne va pas satisfaire les intentions du modèle. Et c'est la même chose pour un programme politique. Si je transforme un programme politique en droit, voilà, en normes juridiques, on comprend bien que je ne vais pas avoir les effets de l'intention. Je ne vais pas avoir l'intention qui a présidé à l'élaboration du programme politique. Donc, c'est les limites de la pensée prescriptive. Et ceci me fait oublier que tout est dans le réel. L'informatique, le soft, c'est du hardware. C'est-à-dire qu'un programme informatique, ça a son équivalent en salle machine et en fait en électricité, et en fait en montagne de charbon qu'il faut brûler pour obtenir l'électricité pour faire mes calculs. Voilà. Donc l'informatique est réelle, le droit est réel. C'est-à-dire, on peut choisir de rester dans la caverne et penser que je suis en dehors du monde quand je dis que c'est des principes juridiques. Mais on peut aussi considérer que le droit, c'est le droit tel qu'il est compris par les gens à un instant donné. Et si tout le monde arrête de penser au droit, finalement, d'une certaine manière, le droit n'existe plus. Si personne ne lit le code civil, voilà, le droit civil est mort d'une certaine manière. Voilà. Donc ça, c'est les limites de la pensée prescriptive, hein, disons, est très efficace. C'est la pensée moderne, en fait. C'est-à-dire que moi, je propose que l'informatique, c'est l'accomplissement de la pensée juridique moderne. C'est-à-dire que l'ancêtre de l'informatique, oui, ce sont les machines, mais oui, c'est la Pascaline, la machine de Jacquard, oui, mais l'ancêtre, c'est Guillaume d'Occam au moment où il invente le nominalisme juridique. L'ancêtre, c'est René Descartes au moment où il dit « je pense donc je suis », et c'est tous ces penseurs de la modernité juridique, tous ces philosophes, voilà, en particulier occidentaux, qui nous ont fait entrer dans cette pensée déductiviste qui nous mène, avec le volontarisme des Lumières aussi, d'affirmer des valeurs du haut niveau, et on pense après au rationalisme du 19e siècle qui va vouloir mécaniser, voilà, l'application de ces principes pour avoir une société parfaite. Et je pense que le projet d'informatisation du droit, il s'inscrit assez clairement dans cette logique de modernisation de la normativité. Alors, bien sûr, ça intéresse l'informaticien, et en particulier celui qui s'occupe d'éthique de l'informatique, parce que ce qui vient à l'esprit, c'est de demander aux juristes, mais quand tu ne fais pas du droit prescriptif, qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que le dernier angle mort, peut-être qu'il faut signaler, de la pensée prescriptive, c'est qu'elle rend impossible toute éthique conséquentialiste. Comment pourrais-je anticiper les impacts de mon système informatique ou de mon système juridique si je suis cantonné à observer dans une déontologie, si je respecte bien formellement mes modèles prescrits, dans une procédure, si je suis bien en train de me comporter comme l'avait prévu mon modèle de déontologie procédurale, vous voyez, ou d'éthique procédurale. Et toute cette pensée-là ne permet pas. Je suis dans la caverne, en dehors du monde. Je ne peux que observer si le monde désobéit à mes normes juridiques ou techniques, voilà. Et si le monde désobéit, si la réalité n'obéit pas, eh bien je vais prendre cette externalité, je la réinternalise dans le modèle et je reprojette une nouvelle normativité à partir de ma caverne dans le monde. Mais on voit bien qu'on ne peut pas sérieusement s'occuper d'éthique conséquentialiste, on ne peut pas sérieusement savoir si nos systèmes sont souhaitables, en fait. C'est quand même embêtant, on fait beaucoup d'informatique, beaucoup de droit, voilà. Et moi, en poussant un tout petit peu, on peut dire, notre droit, il peut être très conforme et pas du tout souhaitable. Voilà. Et l'informatique, c'est pareil, elle peut respecter le modèle de développement agile, les derniers modèles découverts par la science, mathématiques, et pour autant n'être pas souhaitable du tout. Et j'en ai l'expérience concrète avec les difficultés qu'il y a à calculer des bilans énergétiques pour des projets d'intelligence artificielle, par exemple.
Alors, je demande aux juristes, as-tu une autre manière de travailler? Puisque je suis, moi, informaticien, le descendant voilà, de vieux juristes, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le juriste répond, eh bien, il y a la recherche de la justice, au sens d'Aristote et Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que là, je ne suis pas du tout dans la pensée prescriptive, je ne suis pas dans la recherche de conformité formelle à des modèles idéaux et décidés, disons, mais je suis dans l'ordre du réel et j'arpente la réalité avec en particulier une attention aux mathématiques pour essayer de comprendre les lois naturelles, les lois découvertes par les sciences naturelles. Et je cherche en fait à m'inscrire dans un ordre cosmique. Alors, moi, mes collègues d'IBM sont parfois pas très emballés par l'ordre cosmique, mais en fait, si nous voulons faire de l'informatique écologique, par exemple, probablement nous cherchons à nous inscrire en harmonie avec un certain ordre des choses voilà, qui nous dépassent, que nous ne pouvons pas modéliser. Mais à défaut d'avoir une idée de ce qu'est cet ordre, qui est construit par les lois naturelles, qui me dépassent aussi, voilà, que je ne choisis pas. Ce n'est pas les lois que je me suis données, c'est les lois de la nature. Alors, on va essayer de dire quelques mots de cette démarche pour terminer, hein, vous avez compris, de cette démarche de la recherche de la solution technique équitable, de la solution juridique équitable, qui n'est pas se contenter de prendre une norme de haut niveau, une valeur, et de déclarer la conformité ou la non-conformité formelle à cette valeur. Voilà, je vais sortir de cette pensée déductive ou de cette pensée prescriptrice. Alors, les lois naturelles, je peux en donner quelques exemples qui sont valables pour l'informatique. La loi de Benford, c'est la loi de distribution irrégulière des nombres dans la nature. Vous savez, si je fais des mesures dans la nature, je ne trouve pas autant de 8 ou de 7 que de 1 ou de 2. Voilà, c'est la loi de Benford. Bon, ça m'informe sur la manière de faire de la cryptographie en particulier. Et la même chose pour la distribution des nombres premiers. C'est des lois mathématiques qui posent le cadre, qui posent les bornes d'un travail en cryptographie. La vitesse de la lumière, ou les lois de Maupertuis, c'est le principe de moindre action, les lois qui s'expriment très bien en langage mathématique, m'informent sur la manière de dessiner mes réseaux informatiques. Les lois d'optimisation, les lois sur l'optimisation mathématique, ou le paradoxe de Jevons, c'est connu sous le nom d'effet rebond. Voilà, c'est des lois que je découvre dans la nature aussi et qui m'informent sur la manière d'optimiser mes systèmes informatiques. La loi normale, la loi de Gauss, voilà, m'informe dans le travail de recherche des erreurs, par exemple, dans un travail de sciences des données. Voilà. Et on a plus connu peut-être, c'est la loi de Moore, qui n'est pas une loi mathématique, mais qui est une loi un peu empirique découverte par un informaticien, qui fait un lien, si on veut, entre le temps qui passe et puis la complexification des systèmes d'information. C'est également une loi naturelle, quelque chose qui semble voilà, être propre à la réalité, une loi de l'ordre du réel, que je gagne à considérer. Alors, il faut, donc si j'en suis Thomas et d'Aquin et puis Aristote, il faudrait obéir à ces lois. Alors, attention, ce n'est pas obéir au sens moderne, ce n'est pas obéir formellement à des lois prescrites voilà, dans un fixisme où je serais sûr que la formulation de la loi est la bonne et je dois me concentrer là-dessus. S'inscrire dans un ordre naturel, pour les classiques, c'est tâcher de comprendre le devoir-être dans l'être, de comprendre les limites de l'action humaine, voilà. Et si je choisis d'ignorer parfaitement, les lois de la nature, je vais me préparer à des inconvénients objectifs qui vont me tomber dessus. Voilà. On le voit, c'est peut-être ça la crise écologique. Pardon, j'essaie d'interrompre le qui clignote. La crise écologique, c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait que nous ne considérerons pas les lois naturelles, voilà, elles nous importent peu, nous nous concentrons sur l'obéissance à nos modèles de connaissances, qui même s'ils sont découverts par des scientifiques, ils ne sont pas parfaits, voilà, ils ne sont pas définitifs, ils sont en élaboration. Et du coup, en obéissant formellement dans une éthique procédurale à des modèles découverts, des modèles édictés, fussent-ils légaux, même constitutionnels, voilà, même les droits de l'homme, si je ne suis pas sûr d'avoir du résultat souhaitable. Si je considère, comme les classiques, les lois de la nature, l'ordre dans lequel je m'inscris, l'ordre de la réalité, et que j'essaie déjà de me comporter en accord avec cet ordre, donc c'est le devoir-être dans l'être, la normativité naturelle. Voilà. L'exemple que je peux donner, c'est voilà, un exemple de loi positive des juristes qui est assez bien conforme, je crois, à l'ordre naturel, c'est les 130 km/h sur autoroute.
130 km/h sur autoroute, ce n'est pas 2000 km/h ni 0,02 km/h. 130 km/h sur autoroute, c'est le fait que, compte tenu des lois de l'inertie, des lois physiques, des lois de la vitesse de la lumière, du temps de traitement du signal lumineux par le cerveau, etc., 130 km/h sur autoroute, je suis conforme à un ordre naturel, à une série de lois de la nature. Voilà, je suis pas mal. En revanche, alors 80 km/h sur les routes nationales, vous voyez, en ce qu'on avait... j'étais dans une démarche descriptive. Voilà, je disais, voilà, il faut sauver le monde. Pour ça, il faut consommer moins d'essence. On va mettre tout le monde à 80 km/h. Donc, j'ai un modèle théorique. Je l'impose. J'impose mon programme. Voilà, je fais des prescriptions. Et puis, j'ai même mes prescriptions techniques avec les radars qui viennent jouer leur rôle ici. Et puis, ça ne marche pas. Il y a des gens qui sortent, les gilets jaunes. Voilà, parce que vous voyez la différence entre, je crois, la loi l'action qui tâche de s'inscrire en harmonie avec un cosmos. Voilà, je roule à tant de km/h, c'est raisonnable au vu des lois de la nature, et la loi volontaire édictée qu'il va falloir imposer à tout le monde. Voilà, cela dit, je n'ai pas de solution aux questions des gilets jaunes, je n'en propose pas ici. Alors, je reviens aux mathématiques. La mathématique, c'est le langage d'approximation universel des lois de la nature. Bien sûr, la mathématique n'approxime pas toutes les lois. Il y a des lois naturelles qui ne se laissent pas découvrir par la mathématique. Je pense par exemple dans le champ social à la théorie mimétique, telle que expliquée par René Girard. Ça semble être une forme de loi anthropologique. Voilà, il y a des sociétés humaines, il y a une tendance à entrer dans un mimétisme rivalitaire. Voilà, alors on aurait du mal, peut-être il y a des formulations mathématiques de ça, mais c'est pas le plus important n'est pas de chercher à se conformer formellement à des lois mathématiques. Vous voyez, le juriste le juriste classique qui cherche la solution équitable n'a pas besoin de la formulation parfaite de la loi. Et ce qui l'intéresse, c'est la recherche avec sa raison. Il essaye de comprendre l'ordre, ce que dit la nature, voilà, la réalité, la loi de la réalité du champ social. Alors, très important aussi, quand je dis loi de la nature, il ne s'agit pas seulement, on a compris, là, de la forêt et des océans, mais aussi des institutions, de la technique. En fait, pour des gens comme Aristote, Thomas d'Aquin, tout est naturel. C'est les lois de l'ordre du réel qu'il est utile de connaître. Voilà. Et les lois positives, alors là-dedans, les lois du juriste, elles sont intéressantes parce qu'elles me signalent éventuellement l'existence des lois qui sont, elles, importantes. Voilà. Mais les lois positives, on sait qu'elles sont prescrites. Le moderne est tranquille, il considère ces lois positives, il est satisfait, elles sont conformes à l'ordre constitutionnel, il est content. Voilà, je crois que le classique est inquiet parce qu'il est en recherche, il dispose certes, comme le moderne, de lois positives prescrites, mais il ne sait pas si elles sont conformes à l'ordre naturel. Voilà, ça permet de positionner un petit peu les mathématiques, et j'en termine par là, comme, disons, peut-être davantage une tour de Babel, voilà, sur laquelle on peut grimper pour observer l'ordre du réel et essayer de connaître la normativité naturelle, davantage que comme un langage commun aux juristes et informaticiens, où finalement l'égalité, le code, l'instruction, tout ça peut se décliner dans le champ informatique et dans le champ juridique. Il me semble que là, si l'on reste dans la caverne, on a des confusions possibles parce que la sécurité aussi, sécurité juridique, sécurité informatique. On sent bien que si on se fie au langage mathématique comme une sorte de langue commune, voilà, qui permettrait d'objectiver toutes les règles juridiques, on se trompe. Voilà, je pense que la mathématique, ça reste un outil d'expression de la normativité naturelle, c'est-à-dire au sens de Poincaré, je parle de loi naturelle, au sens de loi découverte par les sciences physiques, et que ça, évidemment, l'informatique, là, on voit comment l'informatique peut devenir ce que j'ai appelé un vaisseau exploratoire du juridique naturel. Alors, je ne sais pas si l'expression est très heureuse, mais l'informatique me permet de découvrir les régularités naturelles, mathématiques du coup, mais dans les lois physiques ou dans la nature. Et ça m'intéresse parce que ça me pose les cadres d'une normativité que je vais ensuite pouvoir édicter. Peut-être pour vous dire, pour être concret, je trouve que dans l'environnement professionnel où je travaille, nous sommes très bien organisés pour respecter des procédures et pour appliquer des modèles.
nous manquons de cette capacité, donc nous les informaticiens, nous manquons de cette capacité à nous mettre en recherche dans une délibération continue, d'évaluation donc continue, disons, de nos solutions techniques. La solution technique, une fois qu'elle est validée, une fois qu'elle a été estampillée conforme, on pense qu'on peut la projeter dans le monde, elle obéissait au modèle, donc c'est parfait. Et alors, je pense que là, il est temps maintenant de se mettre à évaluer, et c'est sans doute le cas aussi pour le droit, réévaluer nos lois que nous avons exprimées, réévaluer nos prescriptions à l'aune de ce que nous pouvons savoir de la réalité, dans une délibération. Voilà, la recherche de la solution équitable pour les classiques, c'était foncièrement une délibération, une dispute, si on veut, au sens universitaire, voilà, sur la solution souhaitable. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie profondément de votre attention et de votre invitation. Voilà. Merci beaucoup. Donc moi j'ai un certain nombre de questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Donc je vais en poser juste une ou deux. Donc je vois bien la nature de votre exposé, à la fois donc cette caverne et puis une pratique qui, enfin, disons en gros Platon et Aristote, quoi, hein. Le Platon de la caverne d'une part, et d'autre part un Aristote qui est plus pragmatique et plus lié à un univers de la nature. Alors, je reviens juste sur une de vos expressions au départ concernant l'univers de Turing donc, comme modèle calculable. Alors, oui, en même temps, oui, voilà. Bon, pardon, ouais, excusez-moi. voilà, Voilà. oui, on est d'accord. Donc, Voilà. j'ai suivi l'exposé. Alors, l'univers du Turing, ce n'est pas simplement le calculable, hein, c'est aussi le non calculable. Hein, enfin, vous le savez aussi bien que moi. Donc, le problème, c'est quand même ça, c'est-à-dire le fait qu'on arrive grâce au calcul, à savoir qu'il y a des processus incalculables. Voilà. Alors oui, bien sûr, là, c'est des questions profondes après. Hein, il y en a d'autres. Hein, si vous voulez vraiment m'embêter, il y aurait aussi, est-ce qu'il y a un ordre naturel? Est-ce qu'il y a un ordre mathématique? Est-ce que la mathématique, si vous voulez, c'est la mécanique sous-jacente de la nature? Ouais, est-ce que c'est qu'un langage pour essayer de le comprendre? Mais sur l'informatisation du droit, pour revenir vraiment à votre question, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle. On parle de fuzzy logic, c'est-à-dire on n'est pas purement dans de la logique, on le savait bien, au sens voilà, logique classique, avec des opérateurs déontiques, etc. Mais on va pouvoir effectivement avoir des fonctions d'approximation, des calculs probabilistes, et tout, et je suis d'accord assez beaucoup. On peut mobiliser des calculs informatiques sur beaucoup de choses. La question, il me semble, c'est que ça n'a plus beaucoup de sens. Alors moi, je travaille, là, je ne suis pas sûr de répondre exactement dans le champ, mais peut-être ça dépasse mes compétences que vous me demandez. Mais moi, je travaille sur le calcul, enfin, la signification, la question de la signification qui subsiste dans le machine learning ou si vous voulez, dans l'exploration des grandes données. Voilà. Et quand je produis un artefact informatique avec du calcul probabiliste, est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Voilà. Est-ce qu'il signifie encore quelque chose? Alors, ex post, on lui trouve, le regard humain permet de lui trouver, mais moi, ce que je vois en environnement industriel, par exemple, et j'en arrête là, c'est que une prédiction, on va considérer qu'elle est produite par la machine, en autonomie, voilà, si on veut, on va considérer qu'elle est bonne parce qu'on va décider de la comparer à un modèle de qu'est-ce qu'on cherchait à obtenir. Voilà. Voilà, il me semble que ça apporte peut-être un élément de réponse, j'espère. Voilà. Ouais. Alors, juste aussi une petite remarque, parce que vous parliez de l'informatique et de son passé dans la culture rationaliste. C'est juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous aviez parlé de Jacquard, de Vaucanson et de Babbage.
Tout ça, alors, bon, on sait que Babbage, sa machine a été construite plus tard, hein, mais pour ce qui est de Jacquard et de Vaucanson, c'est effectivement c'est lié à des machines qui fonctionnaient vraiment. Le cas de la machine de Turing est complètement différent. Donc, quand vous citiez le cas de la machine de Turing, évidemment, dans cette généalogie-là, je fais juste remarquer pour que tout le monde s'en rende bien compte, la machine de Turing est une machine infinie, donc qui n'a rien à voir avec une machine matérielle. Oui, oui. Donc voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Non. Je résisterai un tout petit peu à votre objection si vous cherchiez à limiter, moi je crois qu'il y a quand même un aspect dans la pensée moderne machinique. Après, Absolument. bien sûr, voilà, mais vous avez parfaitement raison. Je dis que l'informatique naît avec la machine de Turing, disons, si on lui donnait cette naissance-là, et je vois très bien des ancêtres dans la machine programmable de Jacquard. Oui, bien sûr. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. C'était juste pour bien faire la différence entre les machines réelles de l'histoire de la technologie, finalement, et le fait que la machine de Turing a ceci de particulier d'avoir été inventée conceptuellement avant d'avoir été réalisée matériellement, en quelque sorte, dans ce modèle réduit de machine de Turing qu'on appelle l'ordinateur. Alors, je voulais aussi vous interroger sur la notion de récit. Quand vous avez parlé de langage informatique, quand vous faisiez remarquer qu'un langage informatique, ce n'est pas une implémentation des mathématiques, mais il faut raconter une histoire à la machine. Et donc, je me demandais, parce que ça, c'est une question qui nous a beaucoup préoccupés au séminaire, et en particulier un certain nombre de magistrats nous faisaient remarquer que aujourd'hui, la digitalisation des documents faisait qu'on allait un peu à la pêche d'informations par le biais de mots-clés pour réussir à reconstituer ce qui avait pu se produire dans une affaire. Mais vous parlez de récit. Et récit, c'est tout autre chose. Ce n'est pas des mots-clés. Donc, je me demandais ce que vous entendiez vraiment par récit quand vous disiez « je raconte une histoire à la machine ». D'accord. Il y a un mouvement descendant, donc dans le modèle prescription, j'ai des modèles, le modèle fourni par l'employeur, le modèle d'affaires, le modèle du client, du besoin du client, tout ça est modélisé. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le design thinking, voilà, qui permet de positionner les différents agents qui correspondent en fait à des personnes réelles qui vont utiliser la machine, le système. Et le récit du programmeur, c'est à partir d'un certain niveau de formalisation des modèles, de dire, OK, ça, on va l'encoder. Et pour encoder la fonction, ou l'ensemble de fonctions, l'analyse programmeur va choisir des chemins, des chemins argumentatifs, pour communiquer avec la machine avec les couches basses, avec le 1 et 0 qui sera calculable. Et là, ce à quoi vous faites allusion, je pense que c'est plutôt dans un démarche, on remonte, j'ai parlé d'un bouclage, c'est que les mots-clés, c'est je demande dans un système qui est déjà mis en place, en particulier qui brasse des grandes quantités, des grandes bases de jurisprudence numérisées, évidemment la recherche par mots-clés, ou alors le travail en exploration automatique, l'apprentissage automatique, qui permet de faire émerger des mots qui auront des distances mathématiques entre eux dans des espaces multidimensionnels. Donc là, il faut bien voir que on retrouve des occurrences de mots les uns avec les autres, comme c'est des millions de documents, voilà, il y a des mots qui ont des proximités, et on va inférer des proximités sémantiques. Donc, je pense que dans le deuxième, dans cette partie de mots-clés, il y a deux choses. Il y a le mot qui a, dans le travail informatique en tout cas, qui a encore sa signification, parce que c'est le magistrat qui dit « moi, je cherche responsabilité du fait des choses ». Là, c'est un concept identifié, alors que les mots extrapolés par le travail automatique, eux, n'ont plus de signification. Il y a une question profonde, c'est est-ce que calculer des ontologies ou des positionnements relatifs des termes les uns par rapport aux autres, statistiques, dans des statistiques sémantiques, disons, est-ce que c'est trouver des significations? Ça, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors, j'avais une dernière question avant de céder la parole à ceux qui voudraient intervenir. Sur finalement, ce que vous dites de l'informatique, c'est que c'est, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est moins une science déductive qu'une science expérimentale. Donc, c'est en ce sens qu'elle cherche un accord avec un ordre naturel. Mais
Alors, bon, le problème, évidemment, c'est le problème de l'être et du devoir-être. C'est-à-dire comment un ordre naturel manifesterait de lui-même une prescription. Alors, pour moi, ce n'est pas très clair, ça. Voilà, oui, alors il n'y a pas que pour vous, parce que disons qu'il faut accepter l'idée de ne pas être purement volontariste. Voilà, si je suis un homme des Lumières radicalisé, je vais arrêter la discussion tout de suite. J'ai besoin de décider en autonomie, aucun devoir-être naturel n'est admissible, voilà. Mais si je veux bien considérer quand même qu'il y a des limites, il faut encore considérer que la découverte des lois naturelles, c'est pas il faut se méfier du fixisme et de la formalisation. Voilà. La formalisation est toujours mauvaise. Je disais un petit peu, le modèle est toujours faux. Voilà. Donc la prescription, elle est fausse. Tu ne tueras pas, c'est une assez bonne approximation, il me semble, d'une sorte de loi naturelle de la vie en société. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut appliquer utilement, littéralement. C'est évidemment plutôt une indication sur une loi naturelle sous-jacente. L'exemple aussi, peut-être un peu plus enfin, un exemple aussi assez actuel, c'est la prescription alimentaire de ne pas manger telle ou telle viande, qui prend tout son sens dans un certain contexte, voilà, qui implique une normativité naturelle assez claire que tel type de bactéries se développe sur tel type de viande, dans telles conditions de température, voilà, et qui devient plus très intéressante dans d'autres conditions. Et donc, attention à la confiance dans le caractère formel de nos prescriptions. Ils nous induisent, ne cherchons pas à obéir à nos prescriptions, cherchons à nous mettre en harmonie avec l'ordre. D'accord. Il faudrait en discuter, mais je vois. C'est ce que je essaie de dire. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai une question. Je crois qu'il y en a une autre. Pardon. Je crois que c'est M. Berbino, mais il n'a pas mis son micro. Voilà. Ah, là, c'est bon. Voilà, c'est bon. À vous. C'est bon, ouais, dans ce que vous nous avez présenté, l'une des phrases, vous avez indiqué que, disons, le thème général consistait en automatiser le droit pour en améliorer la prévisibilité, la reproductibilité, la rationalité. Et puis, j'oserais dire que le discours qui suit est un discours qui est un ensemble de recommandations sur le fait que lorsque l'on se donne ce programme, entre guillemets, cet objectif, ben on a beaucoup de risques de dévoiement de l'objectif et de faire des erreurs tout à fait dommageables. Alors, qu'est-ce qui reste de l'objectif et quels sont et en fait et qu'est-ce qui est à l'heure actuelle vous semble, je dirais presque dirimant, en tout cas des obstacles majeurs au fait de progresser vers l'objectif que vous énoncez? Oui. Attention, oui, merci beaucoup. Informatiser le droit, j'ai essayé que ce soit plutôt un fil rouge, une manière d'entrer dans un sujet, une manière concrète d'entrer dans le sujet. C'est des projets concrets qui existent tous les jours. Voilà. Dans quelle mesure pouvons-nous, avec profit, informatiser le droit? Déjà, ne nous trompons pas d'objectif, donc je crois que ne le faisons pas pour avoir une meilleure rationalité. Méfions-nous de la promesse de l'efficacité, parce que les intentions préexistantes au modèle choisi ne sont pas accomplies par les programmes. Voilà. Il n'y a pas de raison.
Les systèmes sont trop complexes, il y a trop de variables, il y a trop de choses qui ne sont pas nécessaires, voilà, que je ne peux pas contrôler. Voilà. Donc, mes intentions, quand je mets en œuvre des technologies complexes, en plus des rationalités d'affaires, c'est-à-dire, c'est pas comme si j'avais un temps infini et je disposais de ressources infinies pour implémenter parfaitement mon intention. Je vais faire des choix entre la performance, la rapidité d'exécution, les contraintes de sécurité. J'ai rajouté des routines qui calculent qu'il n'y a pas eu de fraude, voilà, et j'ai des architectures de données qui vont me contraindre, etc. Donc, dans quelle mesure, on pourra quand même arriver sur votre question, comment pouvons-nous utilement informatiser le droit? Je crois qu'il faut déjà se débarrasser des illusions que l'informatique, c'est de la productivité. Pas forcément, pas forcément. Avons-nous les conditions de réalisation de la productivité grâce à l'informatique? C'est des questions. Les mauvais informaticiens vous mettent des outils qui ne vous apportent pas la productivité qu'ils vous promettent, même si, en théorie, dans le laboratoire, l'outil informatique était 10 000 fois plus efficace pour accomplir la tâche qu'un humain. Mais encore faut-il avoir objectivé, contrôlé les conditions d'exécution et qu'elles restent constantes. Voilà, donc désolé de ne pas pouvoir vraiment répondre. Je crois que le projet d'informatiser le droit, et non, c'est comme ça, c'est absurde. Il y a certainement des endroits où l'informatisation a beaucoup de sens. Et je défends que ces endroits-là, ce sont les endroits déjà où on s'est assuré qu'il n'y a pas des lois naturelles qui sont aussi, qu'on connaît aussi par la démarche scientifique, mais aussi dont l'instinct, dont la conscience quasiment morale me donne une idée. La beauté, l'élégance mathématique. Après, dans la pensée classique, il y a aussi le beau et le vrai, voilà, qui marchent ensemble. C'est-à-dire que si un système très complexe n'est probablement pas très raisonnable, il a peu de chances d'arriver à produire du commun. Donc, si je veux informatiser le droit, oui, mais si pour ça, il faut mettre en place un système très complexe. Je prends le dernier exemple, la voiture autonome. Les questions éthiques sur la voiture autonome, souvent, c'est le dilemme du tramway. L'informaticien va-t-il choisir de creuser la petite fille ou le groupe de vieilles dames? Et moi, je dis, mais les questions éthiques sur la voiture autonome, c'est est-ce que je suis d'accord pour changer tout le parc automobile mondial pour qu'il puisse tout rouler? Est-ce que je suis d'accord pour mettre au chômage les travailleurs de la route? C'est voilà des questions éthiques sur la voiture autonome. Vous voyez, c'est les conditions. Et la question, c'est celle des conditions de succès de l'informatisation. Je n'entends pas bien. Excusez-nous, on n'entend pas du tout. Il faut que vous vous rapprochiez du micro. Pardon, moi j'ai considéré que la réponse était complète. Et non, mais c'était pas à vous, Monsieur Berbineau, que je pardon, m'adressais, c'est bien ce qui me semble. mais à une voix féminine que je ne suis pas arrivé à entendre. Ah, bon. C'est ce qu'on appelle couper le sifflet. Moi, j'avais une question. Je crois qu'Antoine avait une question aussi. Ah, mais... vas-y, Antoine, vas-y. Je parle en dernier, pas de souci. Ok. Antoine, tu veux prendre la parole? Je pense que c'est Jeanne Mouton qui voulait parler. Ah. Alors, est-ce que Jeanne Mouton veut toujours prendre la parole? Alors, non du tout, je suis désolée, très intéressant, mais ce n'était pas moi qui ai essayé de prendre la parole, mais j'ai également entendu une voix de femme. D'accord. Ça doit être Flora Dornel, alors. Je vois pas. Ah non, il y a aussi Michel. Alors, écoutez, moi je vais poser ma question et ça donnera l'occasion comme ça à cette voix féminine de s'identifier. Alors, merci beaucoup pour cet exposé que je trouve très intéressant parce qu'il est à la fois ambitieux et humble. Et donc, vous montrez qu'il y a beaucoup d'imperfections quand on sort de la caverne, il y a beaucoup de choix. C'est récurrent dans notre séminaire, on est frappé de ce que les informaticiens font des choix qui ne sont peut-être pas justiciables et qui mériteraient peut-être de l'être plus, c'est-à-dire comment vous êtes arrivé, par quel biais acceptable vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Mais je voudrais
faire quelques observations et puis vous poser une question. Mes observations, c'est que moi, en tant que juriste, je suis très conscient qu'il n'y a pas de droit qui ne puisse ignorer l'acceptation de son acceptation sociale. C'est l'affaire des Gilets jaunes, mais si vous voulez, quand on prend toute l'histoire du droit, on est, comme vous êtes juriste comme moi, on est frappé de ce qu'il y a le rapport entre une règle qui est acceptable et acceptée, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on peut imaginer que l'informatique va permettre d'écoper les recours par l'équipe de Trump contre des élections américaines? Bien sûr que non, parce que ça a beaucoup d'effets sociaux, politiques, de différements, etc. Alors, ce que vous n'avez pas envisagé, et pas plus dans votre article d'ailleurs, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, vous n'envisagez pas un cas qui est assez fréquent finalement en droit, où on a deux discours parfaitement logiques contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités, et d'ailleurs on voit ça aussi en droit pénal, c'est-à-dire qu'il faut choisir entre deux raisonnements qui se tiennent très bien, juridiquement. Et donc là aussi, il faut faire un choix. Et ma question plus générale, c'était sur le projet. Quel est le projet profond de l'informatique quant au droit? Si c'est d'automatiser pour se substituer, forget it. Ça, on est tous d'accord pour dire ça, non, ça, c'est pas possible, c'est pas souhaitable. Et puis, c'est peut-être pas sa place. Si c'est pour enrichir le raisonnement juridique en lui délivrant des informations que seul un travail d'extraction informatique ou de repérage de régularité pourra donner, oui, très bien. Mais ce sont deux projets différents. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser au projet profond de l'informatique. Il y a un côté prométhéen un peu ridicule, je trouve, pour un juriste, de dire ça y est, on va juger à la place du juge, on va faire… Non, on peut faire des actes, oui. On peut débroussailler des affaires, oui. On peut apporter des informations très intéressantes, oui. On peut augmenter le niveau de conscience des juristes et des juges, oui. Mais se substituer, non. Parfaitement d'accord. La seule chose qui me vient à l'esprit là, c'est que il y a, depuis la position de l'informaticien, une manière de demander quand même la qualité du projet d'informatisation du droit ou de la fonction juridique, c'est d'améliorer la qualité du travail informatique d'ingénierie. Moi, pour intervenir un peu dans des écoles d'ingénieurs, ça commence à gêner des gens de ne pas être capable de faire un coût complet énergétique de la solution, voilà, par exemple. D'autre part, dans les sciences de gestion, il y a aussi une exigence minimale qui serait que je suis capable d'avoir les comptes d'exploitation. Parce que maintenant, vous savez, c'est le edge computing, le cloud computing, c'est-à-dire les services les tâches informatiques sont éclatées au niveau mondial, elles sont dans des objets, dans des data centers et des services, un service qu'on appelle l'autre, qui a une grande complexité. Et le gestionnaire pourrait dire, mais attendez, moi je veux, et le juriste peut le dire aussi, là, il peut dire, mais moi je veux déjà savoir quelle loi est applicable, je ne veux pas faire tourner mon service informatique dans 60 pays différents, voilà. Donc, je pense que depuis l'informatique, on a une manière de demander un meilleur projet d'informatisation du droit, c'est d'augmenter le standard de qualité de développement informatique. Il faut payer plus cher les solutions informatiques. Voilà, il faut les payer plus cher pour avoir ce luxe de travailler en éthique co-constructive, il y a des méthodes, voilà, et en pluridisciplinarité. Sur votre première question sur les discours
juridique contradictoire. Et en fait, je pense derrière, c'est est-ce que l'informatique peut régler ces problèmes-là? C'est-à-dire, bon, le droit offre deux solutions contradictoires, c'est normal. Le législateur de 1902, 1904, ouais, je crois qu'il y a un droit d'auteur, n'est pas celui de 1957. Et donc, voilà, on a deux solutions contradictoires. Bon. Alors, et puis la doctrine n'a pas encore fait son travail de digestion. Voilà, on essaye progressivement, enfin, c'est tout ça, de trouver une sorte de moyen terme ou de manière, de nouveaux concepts qui va transversaliser, voilà, et qui va proposer quelque chose de cohérent. En même temps, est-ce que ces contradictions sont étonnantes? Donc non. Est-ce qu'elles sont embêtantes? Bah, je ne sais pas. Peut-être c'est bien de penser qu'il y a plusieurs manières de voir les choses, que je ne suis pas dans un déterminisme juridique. En fait, la vérité n'est pas… Vous savez, pour travailler un peu sur ces penseurs du Moyen-Âge et tout ça, c'est quand même intéressant de voir que c'est les questions qui se posaient encore alors, c'était… donc, c'est souvent dans des monastères, hein, voilà. Donc, Dieu ne parle pas dans notre langage. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais approximer le commandement de Dieu par des mots. Voilà. Il y a des récits qui rendent compte, et puis donc la décision parfaite, voilà, elle n'est pas de… Probablement, il y aurait vraiment des détails à donner à ce que j'essaye de dire. Je sors un peu de mon domaine, mais voilà, je pense que la bonne décision, la décision juste, elle n'est pas forcément déterminée, et peut-être qu'il n'y a pas de règle, peut-être qu'il n'y a pas de régularité, c'est-à-dire à l'avance, on ne peut pas savoir. La solution équitable, en tout cas, je vois pour les projets d'informatisation, la solution équitable, elle se découvre vraiment en contexte, vraiment sur les détails d'implémentation. Est-ce que l'équipe est là? Est-ce que telle condition est réunie? Non. Quelle est la tendance, etc. Donc, la recherche de la solution éthique, de la solution équitable, et pour Thomas d'Aquin, et donc je pense aussi pour nous, les informaticiens, c'est pas la formation idéale, la solution idéale parce qu'elle est conforme à mes beaux modèles prescrits. Non, c'est la solution qui est constamment réévaluée au regard de ma connaissance de l'état du monde. Et c'est pour ça que j'ai bien peur que les discours logiques contradictoires, les discours juridiques contradictoires, ils seront toujours là, parce que ce sont des prescriptions qui sont volontaristes et donc qui manquent la réalité. Elles ne sont valables que dans la caverne, que dans un monde où il n'y a pas de complexité. Où il n'y a pas non plus, il n'y a pas de désir ni d'imagination. En fait, dans la justice, il y a toujours, dans toutes les théories de la justice et du jugement, il y a une dimension, il y a une dimension qui est d'un monde à construire, qui est d'imaginer, et donc la part d'imagination d'une décision juste, je pense, bon, c'est un grand thème en philosophie du jugement, et aussi de ce qu'est, de ce à quoi on aspire, donc des choses qui sont quand même qui sont très immatérielles, qui sont très loin du fixisme de l'art. Oui, voilà. Oui, c'est très juste. Le fixisme, voilà, on a besoin pour travailler, les juristes et puis les informaticiens aussi, de modèles et de prescriptions fixes. Simplement, rappelons-nous que leur fixisme devrait être très temporaire et devrait être toujours discutable. Le classique aime discuter de la règle. Il a un doute sur la règle édictée. Voilà, il a envie de comprendre ses raisons et de la rediscuter pour le cas. Il n'a pas envie, simplement, il n'est pas content parce qu'elle est là et qu'il va pouvoir l'appliquer. Bien sûr, oui, ce n'est pas du tout un motif de disqualification, hein, mais simplement c'est une manière de comprendre comment est-ce que ce nouveau savoir, très original et très disruptif, dire, dans quelle mesure il peut aider, contribuer, moi j'aime bien le terme d'intensification, il intensifie la réflexion juridique. Hein. D'accord. Alors, je laisse le micro à qui veut le prendre. Je vais peut-être y aller pour cette fois-ci. Avec toujours, j'ai des questions assez naïves en fait qui reviennent, mais je veux quand même la poser parce que je pense que c'est important. J'aimerais arriver à trouver un mot ou même une expression de mot, et je pense que votre point de vue serait très éclairant
pour désigner cet élément profondément humain, en fait, qui empêche l'informatisation du droit? Comment est-ce qu'on pourrait arriver à qualifier cette chose qui empêche justement voilà, l'informatisation du droit en général? On est pressé, on est pressé. il faut que ça sorte vite. Comment ça marche? C'est-à-dire, vous avez des démarches commerciales vers des clients, vous avez un nouveau produit qui offre de nouvelles fonctionnalités. Vous cherchez un client qui va être intéressé par ça et on construit ensemble avec le client une proposition, un rationnel. Il pourra montrer que ça va lui économiser tant d'argent, tant de temps, etc. Et après, on se met en mode projet, voilà, comme on dit, c'est-à-dire j'ai un T0, un temps final, voilà, c'est quelques mois. Et puis, il va falloir délivrer, on répartit les ressources voilà, dans ce temps à partie sur les différentes tâches, et puis on y va. Et puis, on considère qu'une fois qu'on a l'objet, qu'on a développé, c'est celui qu'on voulait. Voilà, on l'a obtenu. Et parce que nous étions pressés, et puis on n'a pas envie d'y revenir, quoi. Donc, il y a déjà ces habitus de la technologie et de l'industrie en fait qu'il faut aussi questionner. C'est est-ce que les systèmes sont très importants, démontables, réversibles? Est-ce que le projet est réversible? Si je me rends compte que ça va pas, on est parti dans une mauvaise direction, je pense que ça devrait être un critère d'évaluation des projets de transformation. Est-ce que j'ai la réversibilité et pourquoi je suis pressé en fait? Sachant que mon modèle qui me promet des bénéfices est faux, puisqu'il n'est pas, c'est pas la réalité, c'est qu'il y a une sorte de toutes choses égales par ailleurs, dans des conditions idéales de température, on va obtenir ça. Voilà, sachant qu'il est faux, pourquoi se fixer sur les 3 mois? Vous voyez, on pourrait dire, voilà, nous sommes pressés et nous n'aimons pas y revenir. Deux défauts, ça. Oui, je voudrais bien intervenir, Michel Valli, si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis avocate, je fais du conseil et du contentieux et je suis très intéressée par ce qu'on appelle la justice prédictive, enfin maintenant simulative, puisque le mot prédictif semble être abandonné. Et moi, je m'interroge depuis longtemps sur l'appauvrissement de la jurisprudence qui risque de découler de la mise en machine de toute cette jurisprudence pour arriver à une solution idéale sur laquelle le juge pourrait se ranger plus ou moins, à mon avis plutôt plus que moins, quand on connaît maintenant les budgets de la justice, qu'on sait les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent et qu'ils vont forcément aller vers la solution la plus facile qui sera celle que la machine leur dictera. Donc moi, il me semble que là, on arrive vraiment à un appauvrissement du droit, de la pensée juridique et même à un détournement de l'informatique. La loi de 78 dit bien que l'informatique doit être au service de la personne humaine, de son identité, et je crois que là, tout ce qui va dans le sens de justice simulative, prédictive, sauf si c'est vraiment une aide à la décision, mais j'ai bien peur par tout ce que j'entends que ce ne soit pas une aide, mais vraiment un diktat, me semble aller à l'encontre de tous ces principes. Alors, très juste. Ce que vous en pensez? Oui. Alors oui, l'aide à la décision, l'informatique est capable, dans certaines conditions, d'apporter beaucoup d'aide à la décision. Voilà. Et simplement, est-ce que ces conditions sont connues? Et on a tendance à réduire le souhaitable au faisable, c'est-à-dire de penser que donnez-moi déjà les données de jurisprudence, je peux avoir la cassation et la cour d'appel, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est les meilleurs algorithmes de décision, je ne sais pas, à base de règles, qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai tout ça, et je vais estimer que c'est déjà bien, et ce sont mes outils. Et c'est ça mon outil de production de la justice prédictive. Mais peut-être qu'en utilisant ces outils-là, je n'ai pas satisfait aux conditions de réussite d'aider le juge. Voilà. Et donc, il y a le potentiel, c'est clair, on le voit clairement. Lire, être capable d'extraire des régularités statistiques dans des dizaines de millions de documents, c'est très intéressant. Voilà. Mais qu'est-ce que j'en fais?
gardons-nous de toute illusion. Voilà. Mais les outils. Ça va résonner sur des agrégats et la personne humaine, elle devient quoi là-dedans? Voilà, mais c'est vrai. Est-ce que, par exemple, j'ai l'explicabilité, c'est-à-dire un modèle